j'ai 12 livres à vous présenter aujourd'hui. Je pensais pas que j'avais lu autant cet été. Et ben je vous en prie, installez-vous, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Croque les mots, où je parle principalement de livres ainsi que de mes découvertes geeks et culturelles. Je vous retrouve en ce début de septembre, magnifique début de septembre soit dit en passant, pour vous parler de tout ce que j'ai lu cet été. Je vais passer plus vite ou plus ou moins vite sur certains livres, parce que y en a, je les ai lus vraiment il y a maintenant presque 3 mois en fait, et bon, j'ai un peu moins à en dire, d'autres j'ai beaucoup à vous en dire, donc voilà, j'ai ma petite liste. Je pensais pas avoir lu autant, et alors je pense que il y a eu quelque chose cet été qui s'est passé, parce que hier j'ai regardé la vidéo de Jeannot ce livre sur ses lectures d'été, et on a eu le même move toutes les deux, c'est-à-dire que elle a supprimé ses réseaux sociaux de son téléphone, et j'ai fait pareil. Depuis le 15 août à peu près, je n'ai plus Instagram sur mon téléphone, je n'avais plus Twitter depuis très longtemps, mais voilà, j'ai enlevé Instagram parce que, pour plein de raisons très personnelles, voilà, moralement, je trouvais que ça me faisait pas une bonne influence, et j'y passais beaucoup de temps, j'y passais en moyenne 2 heures par jour. Alors c'est pas beaucoup peut-être par rapport à certains et certaines, c'est beaucoup pour moi parce que je me dis c'est quand même 14 heures par semaine, 14 heures par semaine ça fait 2 jours de travail, 2 jours de travail où je pourrais complètement lire, jouer aux jeux vidéo, jouer avec mon chat, je ne sais quoi, aller balader. Bref, c'était beaucoup trop. Donc j'ai décidé de supprimer Instagram de mon téléphone, et ça a marché à moitié parce que disons que j'ai recyclé une des heures où je passais beaucoup de temps sur Instagram sur YouTube. Alors honnêtement, je préfère passer 1 heure sur YouTube et découvrir des chouettes vidéos que juste scroller sur Instagram. Mais j'ai pu mettre quand même beaucoup de temps dans la lecture, notamment le soir, parce que j'avais moins de temps, enfin j'avais plus d'applications sur lesquelles aller avant de dormir, et je préfère 1000 fois lire avant de dormir. Donc ça a été quand même assez judicieux. Mais voilà, vous allez voir que la plupart des livres que j'ai lus, je les ai lus en fait avant le 15 août, donc j'ai juste beaucoup lu cet été. J'ai fait de très très belles lectures. J'espère que ce sera pareil pour la fin de l'année. On va commencer tout de suite dans l'ordre chronologique. J'ai commencé l'été avec L'événement d'Annie Ernaux, trouvé complètement par hasard sur la table de présentation à la bibliothèque. C'est un court récit qui fait une centaine de pages je crois, où Annie Ernaux va raconter l'avortement qu'elle a effectué alors que c'était encore illégal en France. Ça fait assez froid dans le dos à le lire, parce que on n'a pas envie que ça redevienne illégal quand on lit ce récit, quand on sait comment ça se passe. L'avortement est un droit vraiment précieux, et le lire comment dire, alors que c'est interdit, c'est vraiment quelque chose. J'aime beaucoup Annie Ernaux, moi je l'avais découverte en licence 1 avec une prof que j'adorais, une prof de littérature moderne française que je trouvais vraiment super et que j'admirais beaucoup. Elle nous avait fait découvrir Regarde les lumières mon amour, que j'avais beaucoup aimé, et avec lequel j'avais découvert l'écriture d'Annie Ernaux, une écriture que j'aime bien, une écriture qui est très réputée pour son trait autobiographique et sa capacité à faire récit de sa vie. Annie Ernaux a notamment reçu le prix Nobel de littérature 2022, je crois, 2023, ou je ne sais plus. En tout cas, le dernier prix Nobel de littérature, il me semble que c'était elle. Et j'avais envie de lire plus de cette autrice. Il y avait voilà, l'événement à la bibliothèque, pardon. C'était assez court, je me suis dit pourquoi pas, en 2 soirs c'était lu, c'était vraiment prenant, et ça m'a beaucoup questionnée sur la manière de lire des journaux, et notamment des journaux un peu intimes. Il y a quelque chose d'assez intime, je trouve, dans son récit autobiographique. Alors là, elle se livre à nous, mais ça m'a beaucoup questionnée sur le fait de lire des mémoires d'auteurs et d'autrices, notamment après leur mort. Alors Annie Ernaux n'est pas du tout décédée, c'est pas pour ça que je dis ça, mais voilà, je me suis rendu compte qu'on parlait souvent des journaux d'auteurs et d'autrices, et je me suis demandé quelle légitimité on avait à les lire, avec ou sans leur autorisation. Bref, je digresse un petit peu, mais voilà, ça m'a posé beaucoup de questions, ça m'a donné envie de creuser cela. Et voilà, j'ai beaucoup aimé La plume d'Annie Ernaux, j'ai très envie d'en lire d'autres. Encore une fois, si vous avez des livres d'Annie Ernaux à me recommander, n'hésitez pas. Je ne savais pas trop lequel lire ensuite, j'aimerais en lire d'autres, ça c'est certain, puisque son témoignage m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un très beau récit de ce passage de 20e, 21e siècle. Et voilà, plein de sujets de société qui sont tout à fait intéressants, tout à fait pertinents, qui me parlent et qui me rappellent aussi beaucoup mes années de fac, donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu Legend and Latte de Travis Baldree qui m'a été envoyé par les éditions Inis. Un grand merci pour ce service de presse, que j'avais très envie de le lire. J'avais envie de m'intéresser un peu plus
à la cozy fantasy après m'être intéressée à la cozy SF. Ça, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Becky Chambers. J'avais envie de creuser un petit peu le sujet avec la cozy fantasy et j'ai été assez ravie de cette lecture. Alors c'est assez court, c'est pas très long, ça fait 300 et quelques pages. C'est pas grandiloquent, complètement révolutionnaire, quoique parce que je trouve que ça apporte un nouveau souffle au genre de la fantasy, même si je ne sais pas trop si on pourrait le qualifier dans la fantasy. Et là aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette lecture, c'est que ça m'a permis de questionner le genre littéraire et me dire qu'est-ce qui fait la fantasy. Est-ce que c'est simplement un monde différent du nôtre, un monde inventé? Et dans ces cas-là, tout peut être fantasy, on peut facilement faire des récits. Ou est-ce que c'est aussi l'action qui s'y passe? Est-ce que c'est aussi le fait qu'il faille une quête épique, le quête d'un héros, des archétypes, etc. Parce que sinon, on pourrait tout à fait faire des thrillers dans la fantasy, on pourrait tout à fait faire de la poésie dans la fantasy, on pourrait tout à fait faire de la romance, on pourrait tout à fait faire une simple histoire toute bête d'une orque qui en a marre de se battre et qui décide d'ouvrir un café dans une ville où les habitants ne connaissent pas encore les cafés, et elle va s'accompagner d'une succube pour l'aider à ouvrir son café. En soi, c'est de la fantaisie parce que c'est un monde tout à fait inventé. Et puis voilà, on a des orques, on a des succubes. Bon, c'est pas des personnages qu'on croise tous les 4 matins en partant au travail, mais pour autant, c'est tout. C'est le seul truc qui ressemble un petit peu à de la fantaisie, voilà, des pierres magiques, ce genre de choses. Mais c'est simplement l'histoire d'une personne qui décide d'ouvrir un café, et cette histoire pourrait tout à fait prendre place dans un récit contemporain d'une nana qui décide de tout quitter son boulot pour ouvrir un café. Ce genre de récit, on l'a eu déjà maintes et maintes fois dans la littérature contemporaine. Donc ça m'a permis de mettre ça en question et de savoir qu'est-ce qui fait fantasy. Et je me suis demandé si par les années à venir, on allait voir plus de récits de fantasy ou de science-fiction comme ceci détournés pour ne plus proposer des récits d'aventure mais simplement des récits de vie. C'est ce qui se fait pas mal, je crois, en ce moment avec la romance, la romantaisie. Alors, je suis absolument nulle dans ce genre-là. Déjà parce que moi, la romance, ça m'intéresse pas du tout. Je pense que la romantaisie, c'est absolument pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse souvent dans la fantasy, c'est l'histoire, c'est pas tant la romance entre les persos. Mais je me dis, en fait, la fantasy ne peut être qu'un prétexte, un cadre, et simplement un cadre pour livrer d'autres histoires. Pourquoi pas? J'ai hâte de voir les créations qui vont être menées, qui vont être faites dans les années à venir. En attendant, j'ai trouvé que ça se lisait bien. Si vous cherchez quelque chose de très tendre, de assez doux à lire, ça c'est très très chouette. Maintenant, si vous cherchez des romans de fantasy vraiment immersifs, avec des personnages construits qui se développent, il y a très certainement mieux sur le marché de la fantasy, mais je trouve que ça a tenu les promesses que ça avait. Je m'en attendais pas à plus, et c'était très chouette. Voilà, une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuse, un zeste de romance. Un zeste, oui, parce qu'elle arrive assez tard, finalement, la romance. Et encore une fois, je trouve que c'était bien qu'elle ne soit pas le centre du récit. J'ai fini un roman que j'avais commencé l'année dernière. Ça fait tellement longtemps que je l'avais commencé. Et pourtant, je l'aime bien. Je trouvais que c'était chouette à lire. C'était Capitale du Sud, le tome 2, 3 Lucioles de Guillaume Chamanadjian, de la Tour de Garde. Et c'est aux Forges de Vulcain. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette double trilogie. Ici, c'est le tome 2. Et en fait, comme le tome 1, je me rappelle qu'à un moment donné, en plein milieu, j'avais arrêté ma lecture pour lire un autre roman, puis je l'avais repris. Et là, il s'est passé la même chose. J'ai arrêté ma lecture et je l'ai repris. J'étais pas perdue, j'ai passé un super moment de lecture, j'ai beaucoup aimé. Alors honnêtement, je me rappelle plus bien de la fin. Ça, c'est quand même pas terrible. Mais j'aimerais beaucoup lire la suite. Donc voilà, je vais lire le tome 3 de Capitale du Sud et le tome 2 de Capitale du Nord. J'ai beaucoup aimé, ça c'est très chouette. Ça a le mérite d'être une très chouette fantaisie française, et je trouve qu'on n'en voit pas toujours énormément sur YouTube, donc ça me paraît chouette d'être souligné. Un très bon récit, ça se lit bien, les personnages sont bien creusés, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est très immersif et j'aime énormément l'univers dans lequel on évolue. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga. Vous pouvez commencer par Capitale du Sud qui se lit en général plutôt avant, mais Capitale du Nord est aussi très très bien selon vos préférences. Vous pouvez lire aussi soit l'un soit l'autre, soit les deux. Moi je lis un peu les deux en parallèle, mais je pense que c'est quand même mieux de lire peut-être les 3 d'affilée, ou en tout cas dans un rythme assez rapproché, parce que j'ai peur que ce soit le genre d'histoire qu'on oublie un peu vite, et c'est ce que je crains, donc j'espère que je ne vais pas trop tarder à lire la suite.
un autre livre que j'avais commencé l'année dernière, mais là c'est un essai. Il s'agit de Vert de Michel Pastoureau dans cette très belle édition Point, toute verte en fait. Je m'intéresse à la couleur verte, déjà parce que c'est l'une de mes couleurs préférées, mais aussi parce que je cherche un petit peu les prémices dans l'histoire de l'art du vert comme couleur étrange, malfaisante, voilà, un peu diabolique. Je ne sais pas pourquoi cette thématique-là m'intéresse et j'ai envie de creuser un petit peu le sujet. Et c'était très intéressant à lire, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça se lit pas d'un coup, je trouve que c'est pas du tout digeste à lire en une soirée, notamment parce que c'est le genre de livre que j'ai pas envie d'oublier et j'avais envie de prendre le temps. Il y a des très belles références. Michel Pastoureau est donc un historien de l'art et un historien des couleurs, spécialisé dans les couleurs. Il a fait tout un tas de livres sur différentes couleurs et j'ai beaucoup aimé le vert et son évolution à travers l'histoire. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande. Il y a beaucoup de notes, c'est très documenté. Mon seul regret, c'est d'avoir pris la version poche et de ne pas avoir pris la version illustrée. Erreur que je ne ferai pas pour les éditions suivantes, je pense. C'est assez tentant parce que l'édition est jolie et beaucoup moins chère que les grosses éditions reliées illustrées, mais j'aurais beaucoup aimé avoir des supports graphiques, des supports d'iconographie, d'images, de choses en fait, d'images pour illustrer les propos de l'auteur. À un moment donné, il parle de blasons, j'aurais bien aimé voir les blasons. Il va parler de certains tableaux, de certains vêtements, etc. Et j'aurais bien aimé avoir des images. Dans la version de poche, il n'y en a absolument pas. C'est quelque chose que je regrette un petit peu. Donc voilà. Ah, si c'était à refaire, j'aurais pris la version illustrée. Ensuite, j'ai lu donc L'Enfer de Dante. On passe à de la bande dessinée. C'est la seule bande dessinée en fait que j'ai lue. Alors j'ai dû en lire d'autres empruntées à la bibliothèque, mais je ne les ai pas notées sur Goodreads. L'Enfer de Dante de Paul et Gaëtan Brezzi, ici chez DM Éditions. Odile, si tu passes par là, un grand merci pour ce cadeau, puisque c'est une amie qui me l'a offert et j'ai passé un super moment de lecture. Donc ici, Paul et Gaëtan Brezzi, qui sont des frères qui ont bossé notamment dans l'animation, proposent une bande dessinée sur l'Enfer de Dante. Quand même un gros projet, hein, très ambitieux. Je vous montre un petit peu des planches. C'est absolument magnifique. Vraiment, chaque planche est somptueuse, c'est très beau. C'est une très bonne introduction à Dante, je pense, à l'Enfer de Dante. Ça donne envie de le lire, en tout cas, ça c'est sûr. Ça m'a donné envie de lire ce récit, de lire ce texte emblématique de la littérature. Je vous montre d'autres images. C'est vraiment magnifique, vraiment très beau. Par contre, c'est un petit peu court, mais c'est normal. On raconte pas le récit de Dante qui fait des centaines et des centaines de pages en ici seulement une centaine. Donc ce n'est qu'une entrée, on va dire, qu'un apéritif pour ce texte. Et je trouve que c'est quand même assez bien réussi. Ça donne envie d'aller en savoir plus. Ça montre un petit peu peut-être les grands traits du texte de Dante, en tout cas les différents moments importants dans la narration. Et c'est vraiment très beau. Ça m'a fait penser un petit peu à, je sais pas, du Arnold Böcklin, à du Dark Soul, graphiquement c'est assez impressionnant, je dois dire. Je vous recommande vraiment si vous aimez l'Enfer de Dante. Alors si vous êtes peut-être un féru de ce texte, je ne sais pas si ça vous plaira bien, même si les images sont vraiment très belles. Et puis si vous êtes plutôt curieuse de découvrir l'histoire, ça pourrait beaucoup vous plaire. Ensuite, j'ai lu un livre emprunté à la bibliothèque Paresse pour tous d'Adrien Kleint chez le Tripod, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Disons que ce livre, je suis un petit peu mitigée. J'ai adoré ma lecture et en même temps, il y a des petites choses qui me gênent. Le livre a un postulat que j'aime beaucoup. Donc en gros, ça raconte l'histoire d'un économiste qui a fait sa thèse sur le fait que en France aujourd'hui, on pourrait tout à fait travailler 3 heures par jour et passer à une semaine de 15 heures pour résoudre énormément de problèmes, notamment celui du chômage et celui des cotisations, etc. Mais surtout celui du bien-être en fait et de la santé physique, de la santé mentale. Je ne vais pas entrer dans mes opinions politiques dans cette vidéo, mais en tout cas, je trouvais le concept du livre intéressant et je pense qu'il y a vraiment des très bonnes choses à prendre. J'ai beaucoup aimé le fait que le livre soit très documenté, on retrouve une très belle bibliographie à la fin. Je m'y suis pas retrouvée énormément au niveau de l'écriture, je trouvais parfois que les personnages étaient peut-être un peu naïfs. Il y a un trait d'écriture que auquel j'ai pas du tout accroché personnellement, c'est le fait que l'auteur va faire beaucoup d'ellipses
dans sa narration par une sorte de discours rapporté. C'était vraiment très très fréquent et moi j'ai pas trop aimé ce concept-là. Ça va consister à ce que le personnage principal se dise « Ah tiens, ce soir je vais parler de ça à mes enfants, je leur dirai tout ça, je leur dirai à quel point machin ». Et en fait le dialogue n'a jamais lieu. Le dialogue a lieu dans ce discours rapporté et c'est tout le temps ça. C'est vraiment très souvent. Alors il y a des dialogues bien sûr, mais c'est très fréquemment de je vais lui dire ça, je lui dirai ça à à tel personnage, sans que ce dialogue arrive. Et en fait, on est dans un discours toujours un peu en retrait dans les pensées, qui semble un peu presque naïf parfois, et ça m'a moins convaincue. Alors voilà, c'est vraiment très personnel, je pense, et j'ai moins apprécié. J'ai trouvé aussi le fait qu'il y avait beaucoup de personnages, et je trouvais que c'était dommage parce que ça ne permettait pas de bien s'attacher à eux, de bien les développer, et certains d'entre eux restaient assez caricaturaux. Malgré tout, je trouve que voilà, les idées sont super, c'est très bien présenté, l'auteur a pensé à beaucoup de choses, même si pour moi il y a des sujets qui ne peuvent pas être esquivés. Par exemple, on n'aborde pas du tout le thème de la défense, comme on peut faire avec un travail de 3 heures par jour pour l'armée d'un pays, quand voilà, quelle dynamique peut être mise en place. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais j'aurais bien aimé qu'elle me soit présentée. Mais ça permet de réfléchir soi-même à des solutions et c'est très très chouette. Et j'ai bien envie de lire la suite, puisque donc je ne vous ai pas parlé donc, de l'histoire. Donc cet économiste qui propose ces 3 heures par jour va se présenter à la course à la présidentielle pour devenir président de la France et mettre en place son projet d'une semaine de 15 heures. Voilà, donc j'ai hâte de lire la suite parce que je pense que la suite pourrait peut-être répondre aux questions qui me manquent. Et en fait, en lisant ce livre que j'ai beaucoup aimé, en même temps il y avait des choses dans l'écriture ou dans les personnages qui m'ont gênée. Pour autant, je me suis dit peut-être qu'en fait, ce qu'il m'aurait fallu, c'est simplement lire des essais. Puisque ce que je reproche, l'écriture, les personnages parfois un petit peu naïfs, le fait que voilà, ça manque pour moi d'exhaustivité, même si c'est vraiment très très complet. Hein. Vraiment, c'est très complet. Et voilà, même si j'avais envie de plus d'exhaustivité, je pense que j'aurais simplement dû lire des essais où je pense que je vais compléter ma lecture avec des essais. C'est une très bonne introduction au sujet. Ça parle de Paul Lafargue qui, en 1890, je crois, ou 91, a fait un texte sur la semaine de 15 heures, je crois, et je trouve ça intéressant. Donc ça ouvre des portes de lecture, des portes de recherche que j'ai envie de mener, que j'ai envie de découvrir pour ma propre curiosité personnelle, et je me dis que ça peut être très très chouette, voilà, de lire plus de choses en fait sur le sujet, pas forcément un roman, même si je lirai la suite parce que j'ai quand même suffisamment aimé. Voilà, je vous dis, c'est un avis en demi-teinte, je sais pas quoi en penser, en même temps j'ai aimé, il y a des choses qui m'ont gênée, c'est pas très clair. Faites-vous un avis, écoutez, lisez-le si le texte vous intéresse. En tout cas, je vous le recommande. Je trouvais que c'était quand même un chouette moment de lecture. Un abandon. Alors là, j'ai été extrêmement déçue. Under the Whispering Door de T.J. Klune, vraiment, avec cette magnifique couverture, avec ce tome, avec la maison sur la mer céruléenne que j'avais adoré. Voilà, j'avais lu il y a 2 ans celui-ci, qui faisait partie de mon top lecture 2021. Écoutez, ça l'a pas du tout fait pour celui-là, qui est sorti il n'y a pas longtemps en français. Alors dans celui-ci, on va avoir... j'ai essayé d'expliquer l'histoire à des proches et ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien compris, donc je me suis très mal exprimée. Donc je vais essayer de vous faire un résumé. On est dans un monde où il y a une vie après la mort. Quand les gens meurent, ils sont accompagnés par des passeurs pour aller dans l'au-delà. On va suivre Wallace, qui est un horrible personnage, qui est vraiment un sale type, un homme extrêmement méchant et pas gentil. Dans le premier chapitre, il est en train de virer quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Et c'est vraiment un patron insupportable, détestable, tout ce que vous voulez. Et donc il va mourir, il va se retrouver dans une espèce de boutique de thé qui fait aussi passage vers l'au-delà. Alors boutique de thé pour les vivants, passage vers l'au-delà pour les morts, mais pas tous les morts, juste certains, et notamment lui fait partie de ces certains en question. Et il va être accueilli par Hugo, le propriétaire de cette boutique. Voilà, c'est pas hyper clair, mais il y a quelque chose dans cet ordre de l'au-delà et de la vie après la mort. Tout d'abord, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que dans le premier chapitre, voilà, c'est un personnage abominable et en fait, très rapidement, mais dès le chapitre 2 ou 3, il devient sympathique, il devient plutôt attachant et je trouve que ça n'allait pas du tout avec le premier chapitre puisqu'on c'était pas crédible, on venait d'avoir un personnage affreux et là d'un coup, parce qu'il était mort, il devenait plus sympathique et bon, j'avais pas trouvé ça particulièrement
bien fait. Je trouvais que c'était dommage. J'aurais préféré que ce soit vraiment un sale type pendant très 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 longtemps. Et c'était pas le cas. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'avais l'impression de lire le même livre. Vraiment, on a les mêmes réflexions, on a la même manière de poser les questions, comme une sorte de roman de développement personnel au final. Ici, ça ne me gênait pas du tout. Là, j'avais vraiment l'impression de lire le même livre en fait. Et surtout, je sentais venir la romance, mais vraiment copier-coller de celle-ci, encore une fois. Et je le sentais venir, je suis allée voir sur Goodreads et ça n'a pas loupé. Les avis ont dit la même chose que ce que je pensais. Beaucoup de gens ont aimé ce livre. Voilà, donc peut-être tenter, mais ceux qui n'ont pas aimé pour les mêmes raisons que moi. La romance qui sonne faux, la romance qui pour moi est la même que dans l'autre texte. J'ai pas lu la fin, je me suis arrêtée à la moitié, j'avais l'impression de lire le même livre, je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, fondamentalement, l'environnement est différent, les personnages sont un peu différents, mais je trouve que les personnages principaux, les deux personnages principaux étaient des copier-coller du précédent texte, et j'ai trouvé ça dommage. J'aime beaucoup le style de l'auteur, même si je trouvais encore une fois que c'était répétitif. Et ça a été vraiment... J'étais trop triste parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce livre. Et je pense que si vous lisez lui avant lui, ça va vous faire pareil avec l'autre. Donc voilà, choisissez-en un peut-être. Lisez les deux si vous aimez absolument cet auteur. Peut-être que vous allez beaucoup plus apprécier que moi, mais en tout cas... Oh là, j'ai été vraiment déçue. Ensuite, j'ai lu... Oh là là, mais c'est si long, mais en même temps, j'ai 12 livres à vous présenter. Donc, j'ai ensuite lu un autre essai, Sois jeune et tais-toi, de Salomé Saké, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un essai assez court, je crois que ça fait 200 et quelques pages, qui est extrêmement efficace. Vraiment, je pense que le jour où il sort en poche, je me l'achète. C'est un condensé, un bon résumé de tous les arguments pour aller à l'encontre des clichés sur les générations actuelles et sur les jeunes aujourd'hui, en disant que les jeunes sont des feignants, les jeunes ils veulent pas travailler, les jeunes ils n'ont pas la notion du travail, les jeunes ils sont tout le temps sur internet, enfin bref, plein de clichés. Et Salomé Saké qui fait partie de ces jeunes là, parce qu'on va considérer que les jeunes c'est de 18 à 28 ans, 29 ans je crois, 18 à 29 ans, on parle pas des adolescents, on parle vraiment de la génération de jeunes adultes. En fait, une génération qui est confrontée à un travail beaucoup moins accessible que dans les années 80, statistiquement parlant, des travails beaucoup plus précaires, beaucoup moins d'accès à la propriété, un climat complètement catastrophique au niveau de l'écologie, une certaine impuissance politique. Quand bien même tous les jeunes se mettraient à voter, en fait, statistiquement, ils sont moins nombreux que les personnes âgées, donc même si tous les jeunes votaient, enfin bref, on se rend compte de l'impasse dans laquelle cette génération peut être, et je trouve que Salomé Saké donne de très bons arguments. Elle dit ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Elle ne prend pas parti en disant que bouh, les jeunes c'est les meilleurs et les vieux c'est tout pourri. Pas du tout. Son but c'est justement de réconcilier les générations, pas de les séparer, donc elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Elle donne simplement des arguments de manière très journalistique en disant voilà, il s'est passé ça avant, il se passe ça aujourd'hui, et ça explique les différences d'accès à l'emploi, d'accès au travail, oui donc à l'emploi, d'accès à la propriété, d'accès à la famille également, etc., etc. C'est vraiment très chouette. Si vous faites partie de cette jeune génération et que vous avez besoin d'arguments, ce livre est très bien fait. Si vous êtes dans les générations plus âgées et que vous vous interrogez sur la place des jeunes aujourd'hui, c'est également très bien fait, très bien écrit je trouve. Et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très intéressant, je vous le conseille. C'est assez affligeant aussi, mais nécessaire je pense. Et un très chouette texte, vraiment bien joué Salomé Saké pour ce livre. Ensuite, j'ai lu quelque chose de tout tendre, Kiki la petite sorcière, le tome 2, Les racines de la magie de Eko Kadono chez Inis Éditions. J'avais peur de ne pas aimer ce tome 2, j'avais peur d'être moins convaincue que le premier tome, puisque le premier tome, je l'avais beaucoup aimé, qui était vraiment très fidèle au Ghibli quand même, je trouve. Et puis ici, non, c'est tout aussi chouette, on est vraiment dans la suite de Kiki, dans sa petite ville, tout aussi mignonne, avec toutes ses problématiques de toute jeune adolescente, elle se pose plein de questions. Pour moi, c'est vraiment comme un Anne de Green Gables, mais voilà... version japonais du coup, et version un peu plus fantasy, mais on est vraiment sur des mêmes problématiques. Alors c'est un peu moins, l'écriture est un peu moins grandiloquente et un peu moins merveilleuse que dans Anne de Green Gables, mais ça a le mérite d'être beaucoup plus accessible et de peut-être plaire à un plus grand nombre, parce que je comprends qu'on n'aime pas toujours voilà, une écriture extrêmement, presque un peu pompeuse, je trouve, dans Anne de Green Gables, que je trouve très agréable à lire, mais voilà.
pendant 300 pages, ça peut être un peu plus épuisant. Ici, on est beaucoup plus sur un roman destiné à la jeunesse et ça fait que c'est vraiment très accessible. J'aurais adoré avoir cette série jeunesse quand j'étais enfant, mais voilà, je suis très contente de la découvrir aujourd'hui avec de très chouettes valeurs. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 3. Vraiment, je vous recommande si vous aimez les Ghibli, si vous aimez Kiki la petite sorcière. Il n'y a pas de raison que celui-ci ne vous plaise pas. C'est un très chouette récit jeunesse. Autre déception que je dois avouer, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé alors qu'il me restait 100 pages. C'est pas beaucoup, hein. Warbreaker de Brandon Sanderson. Aïe aïe aïe, j'adore Brandon Sanderson d'habitude. Sauf que là, je pense que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'avais ce livre dans ma pile à lire. Trop longtemps que j'ai pas lu de Brandon Sanderson. Ça me fait un petit peu peur parce que j'ai La Voix des Rois que j'avais envie de commencer, qui est sa grande saga fantasy. Mais Warbreaker, ça l'a pas fait avec moi alors que je l'ai lu en une semaine. Et il me restait 100 pages et j'en ai eu marre à la fin, je ne l'ai pas fini, je lisais un peu en diagonale et c'était pas du tout ce dont j'avais envie. Dans Warbreaker, on est sur un monde dans lequel deux royaumes sont plus ou moins en conflit et pour apaiser les tensions, le roi d'un des royaumes doit donner sa fille à marier à l'autre royaume. Au dernier moment, il décide de changer de fille et de donner, au lieu de donner son aîné, je crois que c'est l'aîné, il envoie sa cadette. Voilà, cadette qui n'était pas du tout destinée à partir se marier. Et on va suivre un petit peu ces deux sœurs qui vont essayer d'évoluer, puisque l'aîné veut quand même aider sa sœur et pas la laisser dans cette situation un peu catastrophique pour elle. Le système de magie était chouette, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai bien aimé certains retournements de situation. Maintenant, je sais pas, j'ai pas trop aimé la manière dont ça va évoluer, j'ai pas trop aimé la manière dont les personnages étaient tout le temps construits, ni la manière dont la romance était faite, même si c'était intéressant. Et je trouve que les personnages étaient pleins de nuances. Je pense qu'à posteriori, j'en aurais un meilleur souvenir que ce que j'en pense, mais j'aurais peut-être pas dû le lire en une semaine. Ça a été le moment où j'ai enlevé les réseaux sociaux, et résultat, je lisais beaucoup, peut-être un petit peu trop, j'ai été gavée en fait, et j'en avais un peu marre. Voilà, je trouvais que ça partait bien, mais ça aurait pu se faire en vraiment moins que 969 pages. Je pense qu'on aurait peut-être pu enlever, je sais pas moi, 300 pages au récit. Encore une fois, hein, je suis pas autrice, donc j'en sais rien, mais je pense c'était un peu long et ça aurait mérité peut-être un tout petit peu plus court. Voilà, je pense, j'en sais rien, mais ça m'a un petit peu refroidi parce que les livres de Brandon Sanderson sont quand même super longs et j'en ai d'autres à lire. Voilà, donc je sais pas trop quoi en penser. Si vous avez lu La Voix des Rois, n'hésitez pas à me rassurer. Parce que ça m'inquiète. Voilà. Et enfin, mais je crois que j'ai fini, ça y est, on approche. J'ai quasiment fini, on peut dire que je l'ai fini. Il me reste 60 pages, même pas, 40 pages à ma lecture en cours. Libération, le tome 2 des Voyageurs de Becky Chambers. Bon, vous avez peut-être vu ma dernière vidéo, je voue un grand amour à Becky Chambers. Donc ce tome-là ne me déçoit pas du tout, je passe une très bonne lecture. Alors attention, on est sur des personnages complètement différents. C'est pas du tout la suite du premier. C'est une saga, certes, qui se passe dans le même univers, certes, qui se passe à la suite du premier, certes, mais ce ne sont pas les mêmes personnages. Donc voilà, si vous pensez lire une suite, soyez peut-être au courant. On est dans de la science-fiction, science-fiction bienveillante, positive, avec des questions très humaines, des questions très sociales également. Ça soulève beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, faire partie d'une humanité, d'une civilisation. Ça pose beaucoup la question de l'identité. Ça, c'est des thèmes qu'on retrouve par rapport au premier. Déjà dans le premier, je trouve que la question de l'identité et de la quête de soi était vraiment mise en avant. Et en fait, dans tous les récits de Becky Chambers, et ici ça loupe pas, hein, on est vraiment sur le sujet, ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de robotique, puisqu'ici on va suivre une intelligence artificielle qui intègre un kit de corps humain et qui ne se sent pas hyper à l'aise avec. Et voilà, ça pose beaucoup de questions, c'est éminemment actuel comme question, l'intelligence artificielle, donc c'est très chouette de pouvoir lire des romans à ce sujet. Si vous n'avez toujours pas lu Becky Chambers, je peux que vous conseiller, pour moi c'est vraiment ma plus belle découverte de 2023. Je passe un super moment, c'est toujours aussi bien écrit, ça se lit très bien, tout de suite immersif. Donc voilà, je vous conseille de commencer à découvrir cette autrice. Donc voilà pour toutes mes lectures, vraiment je suis contente. J'ai eu mes premières déceptions de l'année, parce que dans mon bilan annuel je vous disais que j'avais eu que des super lectures. Là j'ai quand même 2 abandons, 2 déceptions.
Mais c'est pas grave, écoutez, c'est aussi des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis longtemps, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus avoir de pile à lire. Alors vous voyez, il me reste un petit peu, il me reste, voilà, ça, j'ai acheté La Cité des Anciens, enfin, mais il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en reste 7, et mon objectif c'est de les lire avant la fin de l'année, parce que je ne veux plus de pile à lire, c'est vraiment mon ambition. Ça me prend trop la tête d'en avoir une, j'ai juste envie d'aller en librairie, en bibliothèque, et de prendre des romans, et d'avoir le plaisir de les lire voilà, quand je l'ai choisi. Et en fait, je me rends compte que plus un livre est dans ma bibliothèque, plus j'ai de risques d'être déçue, parce que j'aurais moins envie de le lire. C'est beaucoup d'argent perdu, de charge mentale que je m'enlèverais bien. J'en fais peut-être tout un fromage hein, pour simplement des livres que je n'ai pas, que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque. Mais c'est vraiment une de mes ambitions de cette fin d'année, de ne plus avoir de livres non lus dans ma bibliothèque. Voilà. Écoutez, il me reste 4 mois, 7 livres en 4 mois, ça me paraît faisable. Mais alors, ce sont que des gros pavés. Hein. Ils font tous entre 300 et 1000 pages. Il y en a un Brandon Sanderson qui est un peu court. Le reste, c'est vraiment Notre-Dame de Paris, La Voix des Rois, Le Maître des Illusions, La Cité des Anciens, Le Problème à 3 corps, bref, que des gros pavés quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des belles lectures cet été, ce que vous avez lu et si vous avez des belles lectures à venir. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo, d'être encore là si jamais vous regardez la vidéo, puisqu'elle a été assez longue, ça a été un gros bilan de lecture de cet été. Voilà, je vous remercie vivement de votre présence. Je vous souhaite une très bonne rentrée si vous l'avez déjà faite, très bonne rentrée à venir sinon. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye.